Bonjour à tous, bienvenue. Ce soir, on va faire la révolution. On va entamer un véritable changement et on va modifier votre vision du monde, probablement pour toujours. Alors préparez-vous. Préparez-vous à changer de vision parce que la révolution commence par ça, commence par changer de vision. En fait, changer de vision, ça veut dire changer de représentation du monde, changer la manière de voir le monde et la manière de se situer dans le monde. Comment j'entre en interaction avec le monde. Et la vision actuelle, c'est la vision matérialiste, c'est le paradigme matérialiste qui nous dit que nous sommes séparés du monde, que les objets sont séparés entre eux et que le monde est extérieur à nous. Et quelque part que nous sommes juste spectateurs et que nous subissons quelque part ce qui arrive et ce qui survient dans ce monde. Et la révolution, c'est que la nouvelle vision, et qui est appuyée par les découvertes scientifiques, nous dit qu'en fait, nous ne sommes pas séparés de ce monde. Nous sommes complètement dans ce monde, nous sommes en interaction totale avec le monde, que nous ne sommes pas seulement spectateurs, mais nous sommes acteurs de ce monde, et que nous pouvons créer, en fait, notre réalité, notre expérience de manière collective dans ce monde. Du coup, ces visions viennent complètement changer notre rapport à nous, notre rapport au monde, notre relation aux autres, notre relation à soi, notre relation à l'environnement. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, les impacts que cette nouvelle vision peut avoir sur notre vie et sur la société. On va en fait passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme conscient. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est pas mon opinion, c'est pas mon imagination, c'est pas mon interprétation, bien qu'il y ait mon prisme qui entre en jeu. Mais ce que je vous présente ce soir, c'est 10 ans de recherche dans des domaines croisés que sont les sciences, la philosophie, la spiritualité et la pratique professionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les 10 ans, le jour anniversaire de mes 10 ans en tant qu'indépendante dans le domaine de la thérapie et de la formation. Donc c'est un petit peu une consécration pour moi ce soir. Et je suis très heureuse de pouvoir vous partager tout ça. Et en fait, pendant ces 10 ans, j'ai beaucoup approfondi les sujets parce que quand je faisais des formations, j'avais besoin d'aller plus loin. J'étais pas satisfaite, je cherchais toujours à explorer plus loin, lire les auteurs, lire les ouvrages qui m'ont emmené vers d'autres ouvrages, d'autres auteurs, d'autres courants. J'ai étudié les chercheurs, j'ai lu les publications et j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre la nature humaine, j'avais besoin de savoir ce que disait la science et comprendre la nature de la réalité et ce que j'appelle en fait le potentiel humain. Donc j'ai abordé certains auteurs, certains chercheurs pour les questionner et savoir si mon interprétation était correcte pour vérifier et pas me tromper et pas faire justement, pas spéculer, pas faire d'interprétation trop évasive. Donc j'aborderai plusieurs disciplines, notamment la physique quantique, la physique classique et la physique fondamentale, parce que oui, il faut partir de là pour poser le cadre, sinon on ne pourrait pas aller plus loin. On a besoin de savoir ce que dit la science sur la nature de la réalité pour comprendre en fait notre lien avec ce monde et notre vraie nature. Je ferai aussi appel aux sciences cognitives, aux neurosciences et à la philosophie, telle que la philosophie des sciences et la philosophie de l'esprit. Et certains enseignements spirituels tels que le bouddhisme, l'hindouisme et l'Égypte antique, ça a aussi été des sources de compréhension et d'inspiration pour moi et ça m'a aussi guidée dans mes recherches parce qu'en fait, on se rend compte que tout se recoupe, tout corrobore et c'est ça qui donne encore plus de sens et de profondeur. Donc, vous vous en doutez, ce contenu ne sera pas exhaustif. Donc j'ai sélectionné ce qui me paraissait être le plus pertinent pour aborder les sujets les plus importants à mes yeux. Donc j'ai fait des choix sur les auteurs, les sources, pour que ça puisse tenir en 1 heure. Donc je ne vais pas pouvoir étaler la confiture, mais ce n'est pas le but, bien évidemment. Le but, c'est de vous donner des sources fiables, solides et vérifiées, pour que vous puissiez vous-même vraiment comprendre les fondements et les enjeux de cette fameuse révolution. Et quand je parle de révolution de l'esprit, il est important tout de même de signifier ce que j'appelle l'esprit. Quand je parle d'esprit, je parle de la définition propre du mot latin spiritus, qui signifie souffle de vie ou souffle de l'âme. Il ne s'agit donc pas de l'esprit en tant qu'activité mentale, mais
bien de l'impulsion, du souffle de vie qui anime le monde, qui anime les choses et qui nous anime nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. Et ce souffle de vie, cette impulsion qui va aussi animer nos pensées. Donc pour moi, l'esprit, c'est la vie. Et comme nous dit Nietzsche, nous sommes guidés par la vie par ce qu'il appelle des drives, des pulsions ou des impulsions. Alors, l'impulsion, quelle est l'impulsion qui vous a conduit ici ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici écouter cette conférence sur la révolution de l'esprit ? Est-ce que vous avez conscience de ce qui vous a poussé ? Si vous avez conscience de ce qui vous pousse, de ce qui vous propulse à faire les choses, alors vous aurez plus de capacité à y répondre. Vous aurez, en écoutant, en ayant conscience de ce qui vous pousse, vous serez à même de répondre et d'assouvir vos envies, vos besoins, vos désirs, en étant proche de vos sensations, en étant à l'écoute. Et s'il y a une chose qui vous guide, c'est bien la vie en vous. Et cette vie-là en vous, ces impulsions, ces pulsions, elles vont vous le communiquer par des sensations, des ressentis. Et ce sont les ressentis dont on va parler ce soir en particulier, parce que ces ressentis et ces sensations sont en réalité tout ce que nous avons. Nous allons voir qu'en fait, la réalité n'est pas faite de choses, d'objets, mais de sensations. C'est sensationnel d'ailleurs. Et il n'y a rien de plus réel que ce que vous ressentez là, maintenant. La seule réalité, c'est vos ressentis. Alors, on va le voir, mais pour vous partager quelque chose, mon impulsion à moi, ce qui me pousse à vous partager tout ça, c'est mon désir de diffuser la connaissance pour réveiller les consciences. Parce que ça a du sens pour moi, ça me propulse, ça me stimule. J'estime que apprendre nous permet de grandir et connaître la réalité et la nature de la réalité, la nature de qui l'on est surtout, nous permet d'avancer librement et en conscience dans ce monde. Croyez-moi, quand vous apprendrez ce que j'ai découvert, il y a des chances pour que ça vous ébranle, car moi, ça m'a bluffé et je serai curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vais bien entendu faire appel à votre ouverture d'esprit, car nous allons partir dans des dimensions profondes de l'être et de la réalité. Et je vous demanderai du coup toute votre attention, et ça c'est dans votre intérêt de toute façon. Et puis finalement, je vous demanderai bien évidemment de faire preuve de discernement, car je ne dis pas la vérité, je vous expose mes recherches, et j'espère que ces éléments vous permettront de mieux avoir accès à votre propre vérité, à votre propre pouvoir. C'est ce que nous allons voir ce soir, et ça commence maintenant. Alors on parle de paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme ? C'est notre manière de regarder le monde, les lunettes à travers lesquelles nous allons regarder le monde, nous allons comprendre le monde, nous allons décrire le monde, et comment on va se le représenter dans notre cerveau. C'est cette manière de voir qui va faire qu'on va construire une image dans notre cerveau et la projeter vers l'extérieur. Vous comprendrez mieux plus tard, hein. Donc c'est notre manière de voir les choses. Et c'est un peu les fondements de notre système de pensée et de notre société. Donc, on a un philosophe qui s'appelle Thomas Kuhn et qui décrit les paradigmes, notamment les paradigmes scientifiques. Et il dit « Les paradigmes sont des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, c'est important, pour un temps, fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. » Donc, c'est une manière de voir valable pour un temps qui apporte certaines solutions à certains problèmes. Les changements de paradigme aboutissent à des révolutions dans la vision du monde. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, parce qu'on est dans un changement de paradigme et on est dans une véritable révolution de ce fait. En fait, on arrive à un changement de paradigme quand on constate plusieurs anomalies, plusieurs énigmes qui ne sont pas résolues, qui se multiplient et qui invalident certaines théories. Et donc, de nouvelles théories viennent voir le jour, qui trouvent des solutions à ces anomalies. Et là, ça crée une crise, ça crée une révolution qu'il va falloir accepter. Ce temps est un petit peu long, c'est comme un deuil, et qui amène progressivement à une nouvelle vision. Mais généralement, c'est un changement radical. On peut prendre l'exemple du changement de paradigme entre le géocentrisme et l'héliocentrisme.
où la Terre était au centre et au final, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le paradigme matérialiste. Il va de soi que pour parler de la révolution de l'esprit, je suis obligée de parler de science. Donc je vais tout faire pour être la plus simple et concise possible. J'ai mis 10 ans pour comprendre. Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave, je vous rassure. Donc, il y a peut-être des choses aussi que vous comprendrez au fur et à mesure. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez-vous transporter. Le paradigme matérialiste dans la science, que nous dit-il? Les fondements de la pensée matérialiste, ça commence avec le Big Bang. Et la théorie du Big Bang suppose que l'univers était vide. Donc on repart des origines, ok? L'univers était vide. Pouf, la matière a émergé du vide par un changement de température qui a provoqué des mouvements, ok, de la matière, et toute l'histoire qu'on connaît, jusqu'à l'émergence de la conscience de cette matière. Donc du cerveau en soi. Et la vie aussi provient d'un mouvement de la matière. Donc, il faut savoir qu'une théorie repose sur des postulats. Un postulat, c'est une proposition qui est non démontrée et qui est utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Donc, des propositions non démontrées parce que la plupart du temps, elles ne sont pas démontrables, mais on les considère comme vraies et évidentes. Donc, axiome ou postulat, c'est la même chose. Les axiomes ne sont donc en rien quelque chose de vérifié et prouvé, ils sont des hypothèses, des suppositions. Donc, la théorie matérialiste suppose que la matière se génère du vide. Ok ? Certains appellent ça des miracles, les postulats sont des miracles, du fait de leur caractère inexpliqué et inexplicable. Nous sommes obligés de partir d'un certain nombre de postulats pour émettre une théorie, pour poser les fondements d'un raisonnement, d'une théorie mathématique. Donc, les postulats du matérialisme, on va les mettre en lumière. Ils sont que le monde est constitué d'une matière, d'une substance unique, qui est la matière, elle-même composée de petites briques élémentaires. Ça, c'est notre manière de voir le monde aujourd'hui. C'est encore valable, ok ? C'est comme ça qu'on regarde le monde, c'est comme ça que la science regarde le monde, décrit le monde. Tout phénomène résulte d'interactions matérielles. Les forces sont produites par les mouvements de la matière, y compris l'esprit et la conscience. Il y a plusieurs postulats, hein, on y va. Donc, la matière et les objets ont des propriétés propres et ils existent indépendamment de nous. Ça veut dire que la table qui est en face de moi, l'ordinateur qui est en face de moi, quand je m'en vais de la pièce, il est toujours là et il a ses propres propriétés et ses propres caractéristiques selon le matérialisme. Ok ? La table n'a pas besoin de moi pour exister. Ça paraît cohérent, hein ? Ouais, c'est cohérent. On va voir que ça l'est pas. Ensuite, tout est mécanique. Les humains, les animaux, les plantes, l'univers sont des machines, des mécanismes, ok ? Des rouages qui fonctionnent comme des machines. Ensuite, tout est le fruit du hasard. Il n'y a pas d'autre explication que le hasard. Ensuite, tout est déterminé. Ça veut dire que chaque événement est déterminé par un événement passé. On appelle ça le déterminisme. C'est comme si les trajectoires étaient tracées. Ma vie est tracée par ma génétique, ok ? J'ai réduit, hein. Je vais faire beaucoup de raccourcis, donc je vous prie de bien vouloir comprendre que je ne peux pas aller au bout des choses en 1 heure de temps. Dans la nature, les choses changent de façon continue, la nature ne fait pas de saut. Donc, retenez juste ce principe de continuité. Il y a une évolution continue. Toujours pour la pensée matérialiste. Un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat, principe de localité. Et enfin, la science décrit la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire que la science, avec les mathématiques, avec la physique, elle peut décrire. Il y a la réalité et il y a nous, la science, et on peut décrire la réalité telle qu'elle est. Il y a la réalité et nous qui pouvons observer la réalité et la décrire depuis une observation, depuis l'extérieur. Alors, cette pensée provient de la physique classique,
qui consiste à décrire donc la nature de la réalité par les lois de la physique et par l'étude réglée des phénomènes. On observe les phénomènes et on peut prouver des expériences en les observant avec des règles mathématiques. Donc ça date de Newton il y a 336 ans. Ok, on est toujours là-dedans, bien qu'il y ait de l'évolution. Ensuite, il faut savoir, je check si tout va bien. Ok. Je vous propose de respirer de temps en temps pour intégrer. Et moi aussi. Et boire un coup. Alors, dans la pensée matérialiste, dans la représentation du monde, je vous emmène dans les profondeurs de la physique. Je ne suis pas physicienne, mais j'ai bien étudié pour comprendre les grandes lignes en tout cas. Donc, pour la physique classique et le paradigme matérialiste, l'univers repose sur une structure qu'on appelle l'espace-temps, avec Newton, donc qui considère que c'est une structure plane et rigide. Ok. Ensuite, il y a eu Einstein qui nous a dit, en fait, l'espace-temps, il n'est pas rigide, il est courbé. Et c'est ça qui explique la gravitation. C'est une grande découverte, mais ça reste toujours une structure. Ok. C'est composé de matière. C'est comme si tout ce qui émerge provient de la structure de l'espace-temps, qui est courbée. Avant, elle était plane, maintenant, elle est courbée. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Il y a dans le sens où il y a des formules mathématiques qui nous permettent d'obtenir des résultats pour prédire pour prédire des phénomènes, pour faire des mesures, pour la technologie et l'astrophysique. Et voilà. Seulement, ça part du principe que l'espace-temps est une structure qu'on dit fondamentale qui va donner naissance au reste. On verra que c'est plus le cas. Donc, petit rappel, la matière est fondamentale, ça veut dire que c'est la matière qui crée la vie, qui crée le tout. Et les forces proviennent de la matière qui s'est mise en mouvement, tout est mécanique, tout est déterminé, ce qui arrive est défini par ce qui s'est passé, les trajectoires sont tracées. Si nous devons intervenir sur quelque chose, nous devons en modifier la structure et les mécanismes physiques, c'est ce que nous faisons en médecine. Nous sommes séparés du monde et vivons dans un monde d'objets séparés. Nous n'avons pas d'impact sur la matière ni les objets, si ce n'est dans l'environnement ou le contact immédiat. Ce que nous voyons, sentons et décrivons est la réalité réelle. La science et la physique décrivent la réalité telle qu'elle est, telle qu'on l'aperçoit. L'esprit et la conscience proviennent de la matière, l'espace-temps et la structure courbée sur laquelle tout repose. Ça, c'est le paradigme matérialiste. Maintenant, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus sérieuses qui nous amènent progressivement vers la révolution. Comme vous pouvez vous en douter, quand on passe du macro au micro, on arrive sur la physique quantique, qui est le début de la révolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste les grandes lignes. Forcément, la théorie quantique, elle vient choquer le sens commun parce qu'ils ont observé des choses dans l'infiniment petit et ils ont remarqué que ce qui se comportait dans l'infiniment petit était complètement différent de ce qui se comportait dans le macroscopique. Okay. Donc, les formules mathématiques qui ont été trouvées dans la théorie quantique sont venues complètement chambouler les postulats matérialistes et la science classique, la physique classique. Donc, pour les vraies grandes lignes, bien sûr, la physique quantique ne se limite pas à ces trois découvertes, mais pour rappel, donc ça commence en 1900 avec Max Planck qui découvre les quantas, donc dans l'infiniment petit, il découvre des paquets d'énergie. Ensuite, on découvre qu'il y a une forme de dualité entre les ondes et les corpuscules. Donc, parfois, la matière peut se comporter soit en ondes, soit en particules, en corpuscules. Donc là, ça commence à ébranler un petit peu tout le monde. Et ensuite, Schrödinger dira, avec sa fonction d'onde et sa mécanique ondulatoire, qu'en fait, il n'y a pas une dualité onde-corpuscule, tout n'est fait que d'ondes. Encore une fois, je réduis. Les découvertes sont tellement révolutionnaires que les interprétations seront très mitigées au sein même des fondateurs de la théorie quantique, parce que ça sort tellement du sens commun
ok? Ça vient tellement chambouler la vision que on a du mal à se représenter en fait les conséquences de ces découvertes. Donc, il y a une interprétation, celle de Copenhague, qui va être l'interprétation standard de la théorie quantique et qui est toujours d'actualité, alors que les découvertes et les nouvelles interprétations viennent contredire, et c'est en ça qu'il faut passer le cap. Voilà. Donc, pour faire très, 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 très bref, le principe de l'indissociabilité de la théorie quantique vient nous dire qu'on ne peut pas se séparer de ce que l'on observe, contrairement à ce qu'on avait vu en physique classique. Nous sommes indissociables de la nature. Ce que j'observe et les conséquences des observations sont dues à mon interaction avec le système que j'observe. Vous allez comprendre au fur et à mesure si jamais il y a des... Ensuite, on remarque que la nature fait des sauts quantiques. Il y a des changements brusques d'état. Ce n'est pas une manière continue comme on l'avait décrit jusqu'à présent. Il y a des changements rapides. OK ? Donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ce sont les processus naturels qui font des sauts ou est-ce que c'est notre interaction avec ces processus naturels qui leur font faire des sauts? Et c'est là qu'on commence à parler de l'observateur, l'observé. Ensuite, on parle je vais le faire vite là aussi, le principe de superposition. En fait, on établit l'idée selon laquelle tout n'est pas déterminé. Il y a des probabilités d'états possibles qui peuvent survenir en fonction de notre interaction. Donc, je ne sais pas à quel point vous comprenez ce que je dis. On verra à la fin. Vous me direz, Sarah, j'ai rien compris. Sarah, ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça vient chambouler complètement notre vision du monde. Jusque-là, tout était solide, fermé, mécanique. Là, d'un coup, tout devient fluide, avec des interactions, avec des probabilités et surtout des incertitudes. Quand on croyait que tout était déterminé et mécanique, tout devient incertain et probable. Ensuite, on se rend compte, avec les découvertes qui ont été faites, que les objets entre eux, les systèmes entre eux sont intriqués. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je partais et que la table restait là, il n'y avait pas d'interaction entre les systèmes. Là, on se rend compte qu'il y a une interaction entre les systèmes, même à distance très lointaine. Donc là, tout le monde s'arrache les cheveux. Et on se rend compte que, en fait, les paradigmes, en tout cas les postulats, sont en train de changer et que c'est vraiment une première évolution. Et donc, pour rappel, pour faire un petit récap, la matière n'est en fait constituée que d'ondes, d'après l'interprétation de la théorie quantique. On verra au fur et à mesure que les choses changent. Les processus ne sont pas entièrement déterminés et continus. Il y a seulement des probabilités. Des changements soudains peuvent s'opérer, des influences non locales peuvent avoir lieu, les particules sont enchevêtrées, donc les mécanismes, les systèmes sont enchevêtrés entre eux, les phénomènes et la réalité n'existent pas sans l'interaction de l'observateur dans le milieu. La science ne peut pas décrire la réalité telle qu'elle est. Donc, je vous mets des petites annotations pour certains auteurs et certains ouvrages, si vous voulez aller plus loin. Et nous avons Bernard d'Espagna, qui est il est décédé il y a peu de temps, mais il est né à l'époque des pères fondateurs, en fait, de la physique quantique. Et il nous parlera de sa thèse, Le réel voilé, en disant « Les apparences ne sont pas la réalité. Seul notre regard sur les apparences leur donne leur qualité. C'est notre regard sur les choses qui leur donne leur qualité. » Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allons plus loin. On respire, tout va bien. On continue. On change de dimension. Alors, tout est fait d'ondes jusqu'à présent. Ok, on a une interaction avec la matière. En fait, on ne peut même plus parler de matière. Là, maintenant, il y a des nouvelles théories et des nouvelles interprétations de la physique quantique. Parce que quand on fait une découverte, forcément, il y a une interprétation. Okay, donc, plus on avance et plus les interprétations sont correctes, surtout si on fait un changement de paradigme. Donc, aujourd'hui, un physicien contemporain qui enseigne à Marseille, d'ailleurs, j'aurais dû aller le voir, tiens, Carlo Rovelli, qui parle de mécanique quantique relationnelle. Donc, il dit que l'interprétation relationnelle, qui fait de la mécanique quantique,
ne décrit que des interactions entre les objets. La réalité n'est pas faite d'objets, mais seulement d'interactions. Là, on dépasse même les ondes parce qu'il faut savoir que pour les physiciens, même les ondes sont de la matière quelque part. C'est juste que c'est une version différente de la matière. Donc là, on parle même plus d'ondes, d'objets, ni rien. On parle d'interaction, ok? La réalité est donc constituée de faits, non d'états. Ce sont des mouvements, des situations, des phénomènes. Et les faits sont relatifs à un contexte relationnel. Ils ne sont des faits que parce qu'il y a une interaction, ok? C'est pas grave si vous comprenez pas, vous allez comprendre à la fin. Donc, nous sommes en train de passer d'une vision d'un monde dans lequel il y avait des entités telles que les atomes ayant des relations entre elles, ok, à une vision du monde dans lequel il y a des relations et dans lequel nous appelons atomes certains agrégats, amas de relations. Donc, les systèmes, quand ils se rencontrent, créent comme des agrégats d'énergie. Et c'est ça qu'on va appeler atomes, c'est ça qu'on va percevoir. Nous pourrions presque dire que les relations, les interactions seraient la matière dont le monde est fait. Attention, cela reste une interprétation. Nous verrons un peu plus loin qu'il y a d'autres choses à dire. Des autres interprétations, donc John Wheeler qui va parler de la théorie de l'information, qui va appeler it from bit, donc it c'est la matière et bit c'est l'information. La matière serait faite d'informations uniquement, donc la matière proviendrait de l'information. C'est comme si l'information était devenue fondamentale. Ok, il faut comprendre dans le paradigme matérialiste que on va l'appeler aussi physicaliste, on va l'appeler réductionniste. L'idée c'est que tout se réduit au plus petit, 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 petit. On va chercher à chaque fois à plonger, 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 plonger chaque fois plus loin vers le plus petit, le plus petit, le plus petit pour expliquer ce qui pourrait être le plus petit fragment d'espace-temps ou d'information qui donnerait naissance au tout. Ok? Mais on verra que ce concept, il est complètement renversé et qu'il est complètement incohérent par la suite. Donc, on avance. On n'a pas besoin d'aller trop loin là-dessus. Ensuite, il y a aussi Chris Field qui nous parle de décompositionnelle équivalence, je ne sais pas comment le traduire en français, et qui nous explique qu'il n'y a plus de frontières, du coup, il n'y a plus de limite entre les objets. Il dit que toute tentative de découper le monde en objets est erronée et vouée à l'échec. Okay, il n'y a pas d'objet dans le monde et il n'y a donc pas de limite entre les objets, il n'y a de limite nulle part, aucune limite nulle part. Un observateur n'a pas de limite, ni vous, ni moi, ni personne, ni rien. Tout est enchevêtré. Le monde physique des objets comme il nous apparaît est une illusion virtuelle. Nous devons redéfinir les termes d'objet, de réalité et de ce qu'il y a autour et à l'intérieur de nous. Je vous laisse vous imaginer ce que ça peut représenter que de ne pas être différencié de l'extérieur de vous et de ne faire partie que de cette interaction, de ces énergies autour. On appelle énergie parce que je n'ai pas d'autre terme, mais voilà. Donc, tout est un enchevêtrement et c'est nos perceptions qui nous font nous sentir dans ce corps et avoir des perceptions différentes des objets. Ces nouvelles interprétations nous font avoir une vision bien différente de la réalité. Je vous laisse observer cette jolie image. Nous sommes dans une théorie de l'interface. Voilà. C'est dans l'expérience de l'interface entre nous et le monde que se construit le concept du monde et le concept de nous. Le monde dans lequel nous vivons est une projection. Le monde est produit par l'interaction avec mon corps. Nous sommes ce monde. We are the world. Donc, comme le disent les bouddhistes, les choses n'existent pas substantiellement, mais elles coexistent. Et là, mais alors là, on commence à nager dans l'univers, voilà, où tout est un. Voilà. C'est pas des délires, hein, c'est réel. Hein. Moi, j'aime bien délirer sur le sujet parce que je trouve ça tellement phénoménal et j'adore cette idée. Mais c'est réel. Je vous mettrai toutes les... D'ailleurs, il y a toutes les sources, hein, mais je vous laisserai aller chercher si vous voulez. Voilà. Donc, Niels Bohr, qui est un père fondateur aussi de la physique quantique, nous disait déjà à l'époque
que nous sommes aussi bien acteurs que spectateurs dans le grand drame de l'existence. Et oui, parce qu'avant, nous étions que spectateurs, les choses nous arrivaient, qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose, que tout était déterminé. Et maintenant, tout change. Tout change. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Tout à l'heure, on a vu que pour la physique classique, c'était l'espace-temps qui était la base fondamentale de tout. Aujourd'hui, on détruit tout. Voilà. Le temps n'existe plus. Pouf! Le temps n'est que la mesure du changement, nous disait Aristote. Et Carlo Rovelli, toujours, va écrire dans son ouvrage L'ordre du temps, pour faire très très simple, parce que voilà, même de toute façon, des concepts physiques trop compliqués, moi j'y comprends rien, mais d'ailleurs il est très 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 lisible, très facile à lire, Carlo Rovelli, contrairement à d'autres. J'ai lâché l'affaire pour certains. Heureusement qu'il y a des interviews et des vidéos sur YouTube où on les entend, où ils sont vachement plus pédagogues à l'oral, parce que il y a des trucs, des publications scientifiques à lire en anglais, c'est compliqué. Bref, donc il explique, Carlo Rovelli, qu'en fait, le temps était juste une mesure, T, qu'on mettait dans les équations, et que les nouvelles équations de la physique quantique, notamment la gravitation quantique, n'a même plus besoin, en fait, de cette mesure. Donc, ils estiment que le temps n'est juste qu'une projection, un phénomène qui apparaît, ok ? Mais ce n'est pas tout. Accrochez-vous, on continue. Ok, donc déjà la structure de l'espace-temps, qui était courbe, qui donnait naissance au tout. Ben déjà, il manque une dimension, c'est le temps, donc il reste plus que l'espace. Ok, donc les physiciens, ils vont essayer d'aller chercher l'espace dans le plus petit. Ils vont expliquer avec la gravitation quantique. Je veux pas les diminuer parce que j'ai une manière de parler qui peut-être les diminuerait, mais je m'amuse un peu. Bon, j'avoue. Parce que quand on comprend un petit peu la suite qui arrive, on comprend qu'on peut s'amuser avec ces principes-là aussi. Et puis on peut rire de tout, non? Alors, donc en fait, la dimension change et on arrive à un concept encore plus... Là, voilà. Là, on arrive à la fin du paradigme matérialiste. L'espace n'existe plus non plus. OK? Donc, Nima Arkani Ahmed, il nous dit Space-time is doomed. Ça veut dire que la structure de l'espace-temps est révolue. Il nous explique que l'espace-temps n'existe pas, que l'espace-temps n'est pas fondamental, c'est-à-dire que les objets, la matière et tout ce qui existe ne provient pas de l'espace-temps tel que la science classique et objective le prétend. Et il dit il n'y a rien de semblable à une structure spatio-temporelle fondamentale dans les descriptions actuelles des lois de la physique. Il faut savoir que dans la science, ce sont les formules mathématiques qui font foi. Donc, quand on trouve une formule mathématique qui arrive à expliquer un maximum de choses en très peu de termes, avec une formule la plus courte et la plus simple possible, en partant du moins de postulats possible, donc le moins de miracles possible, eh bien, c'est cette formule qui remporte. Et donc, ce monsieur, donc lui, c'est un physicien en physique fondamentale, on n'est plus dans la physique classique, physique quantique, quoi que ce soit, physique fondamentale, elle s'attache à expliquer l'origine des choses. Ok, donc fondamental, ça veut dire qu'est-ce qui va créer le tout. Donc, il a trouvé des équations dans ses maths, ok, parce que la physique, c'est des maths. Dans ses maths, il a vu que dans les maths, il n'y a pas d'espace-temps, en fait, pour faire simple. Et donc, il va nous parler de ces structures qu'il appelle amplitude-run, et qu'il y a quelque chose au-delà de l'espace-temps qui serait fondamental. Donc, il découvre, en fait, en étudiant ces formules, qu'il y a des structures géométriques mathématiques qui seraient la base d'une projection ensuite de l'espace-temps et de la matière et de tout le reste. Donc lui, il fait pas d'interprétation, il fait des maths pure, physique pure. C'est un geek. Et il va pas faire d'interprétation, lui, il parle en chiffres, ok, en données. Donc il vient nous dire mes calculs, il vérifie l'inexistence réelle de l'espace-temps.
Donc, ces structures qui sont au-delà de l'espace-temps donnent naissance à la structure de l'espace-temps, comme je viens de le dire, dont le temps serait une simple projection. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour comprendre la notion d'espace-temps, il faut revenir donc à Newton, à Einstein, puis ensuite à la gravité quantique, à la théorie des cordes, et ensuite arriver aux conclusions de Nima Arkani-Hamed. Il y a d'autres auteurs aussi, donc Ed Witten, Nathan Seberg et David Gross, que vous pourrez aller voir si ça vous chante. Et là, voilà, petite pause, la pause s'impose pour vous rendre compte de ce que ça pourrait vouloir dire que d'être dans un univers interconnecté. Voilà. Je vous propose de fermer les yeux juste une seconde, de prendre une grande inspiration et de laisser juste s'intégrer ce concept d'univers interconnecté où la matière n'existe pas et n'est pas fondamentale. Ok ? Et tous les concepts qui vont avec. On continue. Donc, pour accéder au réel, pour accéder à cette réalité, je vous ai choisi les belles images. Hein. On va faire appel aux sciences cognitives, aux neurosciences, pour décrire un petit peu mieux, pour comprendre un petit peu mieux, parce que, ok, on parle de physique, on parle de notre interaction dans le monde, mais pour comprendre un peu mieux, il va falloir comprendre comment fonctionne notre cerveau et aussi notre mental et nous-mêmes, en fait. Nous faisons partie de la matière. Quand on dit qu'il n'y a pas, de la matière, quand on dit qu'il n'y a pas de matière et que nous sommes que des interactions, ça veut dire que notre système tout entier est fait d'interactions. Ok ? C'est pas juste l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, en fait. c'est délicieux. Pour moi, c'est délicieux. J'espère que c'est aussi délicieux pour vous. Sciences cognitives et neurosciences. Alors, la théorie de l'inaction, elle nous dit quoi ? Petite parenthèse, cette image a été faite par une intelligence artificielle sur Canva. Incroyable, incroyable. La représentation du monde extérieur que nous avons est la projection d'une structure intérieure que nous fabriquons. On fabrique à l'intérieur l'idée du monde qu'on va projeter à l'extérieur. Et c'est cette projection qu'on voit, en fait. C'est pas à l'extérieur qu'on voit. La cognition est un outil de représentation du monde et de la réalité. Représentation du monde. On se représente le monde dans la tête. C'est pas le monde tel qu'il est. La représentation de la réalité telle qu'on l'aperçoit est le fruit de notre interaction même avec le monde et l'environnement. C'est quand je rentre en contact avec l'environnement dans mon expérience que je vais schématiser dans mon cerveau une représentation de la réalité et que je vais la projeter vers l'extérieur. Ouh, ça commence à devenir palpitant. Nous percevons l'environnement par le biais de nos sens. Ok ? Nous en faisons, donc notre accès au réel se fait par les sens. C'est notre mental notre cognition qui va produire des images, des concepts et pouvoir les projeter. Nous percevons l'environnement par le biais de nos sens et nous en faisons une représentation mentale. Et c'est cette représentation mentale que nous projetons vers l'extérieur et qui nous semble être la réalité. C'est tellement bien fait que c'est bluffant, les gars. Ensuite, on a une théorie du processus prédictif qui s'appelle le Bayesian Brain, pour faire simple, qui nous dit que le cerveau ne fait que des anticipations de ce qui va se produire. Donc, il prend les informations, il intègre les informations, il traite les informations, il les considère comme étant vraies, et à partir de ces informations, il va se projeter. Il y a une anticipation de l'agent de ce qu'il va rencontrer dans son milieu pour engendrer l'action et les réactions. En essayant de ne pas trop se tromper, car il y aurait des risques pour sa survie. La réalité est une fiction, une histoire qu'on se raconte pour nous guider. Incredible. Et là, on va aller encore un petit peu plus loin, toujours dans les sciences cognitives avec Donald Hoffman, qui va nous parler de la théorie de la perception, et dans son livre The Case Against Reality. Donc, théorie de la perception. Il va plus loin dans l'explication de phénomènes qui font que on ne peut faire que se représenter la réalité. Donc, nous croyons que ce que nous voyons est vrai. Ok, c'est pas vrai.
probabilité selon laquelle nos sens nous permettraient de voir le monde tel qu'il est de 0. Ça, c'est la théorie d'évolution qui le dit. Donc, c'est les maths. Hein. Quand on parle de probabilité, de chiffres, c'est les maths qui le disent, c'est les formules mathématiques. On ne peut pas les contredire. Les neuroscientifiques nous disent que le tiers de notre cortex est dédié à la vision. Les neurones construisent tout ce que nous voyons. Notre système sensoriel est conçu pour guider nos comportements et nous mouvoir avec facilité dans l'environnement, dans le seul but de vivre assez longtemps et dans le but de nous reproduire. Et je dirais aussi pour créer de la vie, tout simplement. Donc, la sélection naturelle ne nous a pas conçus pour voir la réalité, mais nous a dotés de systèmes sensoriels qui opèrent comme une interface utilisateur. C'est pour ça que j'ai mis le casque de réalité virtuelle juste avant. Nous n'avons pas la nécessité de voir la réalité telle qu'elle est. Par contre, il nous est utile de voir et de percevoir les choses de cette manière pour nous mouvoir facilement au quotidien et nous reproduire. Alors, il nous dit aussi que les objets en 3D, comment on se représente... Donc lui, il a beaucoup justement étudié dans les sciences cognitives la vision et le processus de vision qui se produit. Donc en fait, on projette une image en 3D, ok, et l'espace-temps est aussi un format dans notre interface en 3D qu'on projette vers l'extérieur. Mais la réalité, elle n'a rien à voir avec cette 3D, ok. Là, on est en train de changer de dimension et de perception. C'est très, très, très difficile de concevoir ça parce que nos sens ne nous permettent pas de voir autrement. La vision est un processus de construction cérébrale. Nous créons ce que nous voyons en une fraction de seconde sur l'instant. Ça veut dire que quand je tourne la tête, là, je vois ma table, je vois mon ordinateur. Mais quand je tourne la table n'existe pas, en gros. Et c'est seulement quand je rentre en contact avec que les choses se créent, en fait. OK ? Donc, c'est un processus, une création instantanée. La vision n'est pas le reflet de la réalité. La structure des objets est un design créé par l'œil. La vision est un outil créé et utilisé par la conscience. On va y venir progressivement. Les objets n'existent pas s'ils ne sont pas perçus. J'espère que vous suivez. Donc, toujours Donald Hoffman. Il n'est pas tout seul à faire ça, mais c'est quand même la tête du groupe, nous dit que l'interface de l'ordinateur est la bonne métaphore pour la comparer avec ce que fait notre cerveau pour traiter et interpréter la réalité. Nous avons une interface qui cache la réalité et nous guide dans nos comportements. Donc, tout simplement, il compare notre cerveau et la manière dont on perçoit les choses avec une interface de l'ordinateur. Bien, passons maintenant à la philosophie. Alors, en philosophie, il y a un courant en particulier qui est la phénoménologie, qui nous décrit en fait justement notre contact avec le réel, notre manière de connaître le réel. Et donc, ils disent que l'acte de connaître, donc Edmund Husserl, un des fondateurs de la phénoménologie, nous dit que l'acte de connaître se fait par l'expérience. On peut appeler aussi l'empathie. Donc, c'est par l'expérience sensorielle subjective. Henri Bergson, un autre philosophe, nous parle de la connaissance par intuition. L'intuition suppose le contact à ce qu'il s'agit de connaître. Il nous faut être en contact dans l'expérience pour pouvoir connaître, pas en décrivant les choses. C'est pas par le mental. Donc, il dit, il y a une réalité que nous saisissons tous du dedans par l'intuition. Et cette réalité ne peut pas être perçue du dehors par l'analyse. Et l'analyse, donc il appelle ça le dehors. Et on va le voir un peu plus loin. On va expliquer un peu mieux pourquoi. Donc en fait, la phénoménologie nous dit que pour parvenir à l'intérieur des choses et de leur nature, le seul modèle qui s'offre à nous serait celui de notre intériorité. Sans aller trop loin, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux. Connaissance, donc la connaissance, c'est l'acte de connaître par l'expérience. Cette conception de la connaissance renverse le modèle établi. On commence bien à faire bouger les lignes. Ça fait un moment déjà, mais on n'a toujours pas compris. On est toujours dans... On ne veut pas lâcher, on ne veut pas lâcher. Ce qui nous apparaît à l'extérieur n'est pas fiable car il nous apparaît du fait de notre représentation mentale. Les choses autour ne sont que des apparitions. On ressent des choses, on s'en fait une image qu'on projette sur elles pour ainsi faciliter notre interaction avec elles. L'extérieur de soi n'est que la projection de l'intérieur de soi. C'est incroyable. Allez, je passe brièvement
Nous arrivons au processus mental, qui va nous permettre de comprendre comment ça se fait qu'on fait tout ça et qu'on se représente les choses comme ça. Donc, le mental, c'est notre système de pensée. Penser, ça veut dire produire une hypothèse. Et ils disent faire une inférence, donc une opération logique pour laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies à partir de données connues. En gros, le cerveau considère une information, la considère comme étant vraie, et à partir de c'est une croyance, hein, tout simplement, à partir de cette information qu'il estime être vraie, il va émettre des suppositions, des suggestions, et il va faire ses calculs et nous donner une hypothèse, une déduction. Voilà. Donc, il se sert des expériences passées, des mémoires. Le mental ne peut pas produire une hypothèse avec ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut faire que tourner en rond avec ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça qu'on a peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'on a peur de tout. Le mental, il faut savoir qu'il oriente notre expérience émotionnelle et physique. Et il nous permet de choisir ce qu'on va vivre, ce qu'on va faire de ce qui arrive comme données. Ce que je pense du paysage, donc je suis dans un espace, une situation où j'observe le paysage, ce que je vais penser du paysage va créer mon expérience du paysage, va me donner une expérience sensorielle du paysage. Si je change ma manière de penser, je vais créer une autre expérience sensorielle. C'est vrai. Ok. Donc vous comprenez que le cerveau va constituer la réalité à partir de certaines représentations, à partir de ce qu'on lui intègre, on le nourrit de certaines informations, il va les considérer comme étant vraies et il va établir des propositions, des hypothèses et des façons de fonctionner et de voir la réalité et de se comporter à partir de ces hypothèses. Donc il faut faire attention à ce qu'on met dans le cerveau et de la manière dont on voit le monde. Et quand on change notre manière de voir le monde, ben, il y a tout qui change, en fait. Je serais curieuse de voir l'impact que ça aurait d'enseigner à des enfants cette nouvelle version de la réalité. Parce que, bon, moi, j'ai pas grandi là-dedans, hein. Je découvre comme vous. Le langage et la réalité. En fait, on se rend compte que le langage va structurer notre réalité. Quand j'appelle une table table, je lui donne sa réalité. Ça va vraiment modeler la réalité. Et là, on va faire appel à des auteurs, notamment Alfred Korzybski, qui va parler de la sémantique générale et qui décrit vraiment bien les choses pour nous dire à quel point on va structurer le monde par notre manière de verbaliser le monde. En fait, on crée des pensées, des concepts, des mots qui viennent structurer le monde vers l'extérieur. Ensuite, on va voir aussi que les émotions, du coup, c'est le produit d'un mental qui est harmonieux ou disharmonieux. Vu que le mental vient orienter notre expérience de la réalité, il va nous indiquer qu'on n'est pas dans une expérience agréable par des émotions, des sensations. Quand nous sommes dans des émotions, sensations désagréables, c'est que nous sommes en train de nous représenter la réalité de manière disharmonieuse. Je fais des gros raccourcis, évidemment. Pour aller plus loin, il faudra aller plus loin. Ok, bien. Maintenant, vous avez une petite idée de comment on se représente la réalité dans notre cerveau et qu'on projette vers l'extérieur. Eh bien, on fait la même chose avec notre sentiment de nous, l'illusion du soi, l'ego. Le cerveau produit, ok, par les informations qu'il reçoit, une sensation d'être soi. Donc le self n'est pas la chose ou l'entité qui perçoit. Le self, l'ego, est une perception en lui-même, ou disons une collection de perceptions reliées. L'expérience du moi et du monde sont des formes d'hallucination contrôlée que le cerveau produit en établissant les meilleures suppositions de représentation entre le monde et le corps. Ces hallucinations ne sont pas déterminées par la représentation exacte de l'environnement et du corps, mais sur l'utilité qu'il y a à se représenter les choses de cette façon pour maintenir l'organisme dans les meilleures dispositions et rester en vie. La perception du monde que nous avons à chaque instant
qui est un monde rempli d'objets et de personnes, de formes, de positions, d'espaces, de temps, n'est qu'une création du cerveau à travers un processus qu'on appelle l'inférence. On l'a vu. Donc, je considère que c'est vrai, je l'intègre comme étant vrai, et à partir de là, je construis ma réalité. D'où l'importance des croyances dans le travail de représentation. Donc, toujours dans l'ego et l'illusion de soi, pour l'exemple, les couleurs n'existent pas. Elles sont des ondes électromagnétiques de différentes fréquences incolores. Les couleurs sont construites par le cerveau qui traduit les ondes qu'il reçoit et produit une expérience sensorielle. Le cerveau crée ces sensations car il recherche l'invariance et la régularité avec laquelle les objets et les surfaces reflètent la lumière. En gros, ça veut dire que le cerveau, il aime pas trop quand c'est le fouillis, parce que la réalité, apparemment, elle n'est pas comme ça. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit plus simple, à percevoir pour pouvoir se déplacer et avoir une expérience sympa. Donc, il va faire en sorte que les choses soient à peu près régulières. Donc, il fait des calculs en permanence et il va faire des généralités, en gros, il va produire la meilleure supposition et la meilleure production basée sur les signaux qu'il a reçus. Donc là, pareil, je vous donne des auteurs. Il faut savoir que Anil Seth, qui a écrit Being You et qui parle beaucoup de l'illusion du self, est un matérialiste. Il va dire, attention, donc ce sont des choses qui sont apparemment, c'est pas apparemment, qui sont scientifiques, scientifiquement prouvées. Simplement, il va y avoir des interprétations dessus. Donc, quand on parle du self et du sentiment de soi, Anil Seth, par exemple, il va dire, en fait, potentiellement, puisqu'on construit le self et le sentiment de soi, on construit aussi l'esprit. On va voir que c'est pas tout à fait ça. Et donc, la construction du self, le sentiment de soi, oui, en effet, mais il n'y a pas que le soi en tant que mental, pensée structurée, il y a autre chose. Chris Niebauer, qui a écrit No Self, No Problem, il nous dit que, écoutez, si le self, il produit des illusions de la réalité, si on enlève le self, il n'y a plus de problème après tout. Et là, on va aborder le sujet, donc le fameux sujet de la conscience et de l'esprit. Et là, ça commence à devenir de plus en plus fou. Donc, jusqu'à présent, ce sont les neurosciences qui se sont emparées de l'explication de la conscience parce que pour eux, ce sont des processus neurologiques qui produisent la conscience. Et donc, comme le dit Anil Seth, ce sont des processus qui vont créer la sensation de soi. C'est aussi les processus mécaniques cérébraux qui vont créer le phénomène de la conscience. Bien sûr, il faudra différencier un état de conscience ou la conscience comme étant l'expérience subjective. On va le voir juste un peu après. Donc pour l'instant, 95%, 95% des scientifiques sont physicalistes, matérialistes. Ils considèrent que l'espace-temps et les objets sont dans l'espace-temps sont fondamentaux et que de ce fait, ils déduisent que la conscience est le produit d'un processus mécanique cérébral. Donc toutes les théories matérialistes de la conscience qui considèrent que la matière serait à l'origine de la conscience sont déjà problématiques en soi parce que la matière n'existe pas. Donc là, vous avez les différentes... pas toutes, j'en ai cité que quelques-unes, dont Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, les plus connus, Michel Graziano et Roger Penrose. OK, let's go on. Allons toujours plus loin. Toujours plus loin. Alors en fait, le point de vue matérialiste nous dit que, qui est un point de vue réductionniste, il va toujours chercher, comme je vous disais, à aller au plus petit qui pourrait faire l'émergence du reste. En fait, quand on s'approche du plus petit, à 10 puissance moins 33, on crée des trous noirs. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'information, il n'y a plus rien. Et plus on s'approche, plus on met d'énergie, plus le trou noir grandit. Donc, comment, au-delà de ça, la matière pourrait être fondamentale? Donc là, il se confronte à un sujet. Donc, en fait, les 50 ans d'études des sciences, des neurosciences au sujet de la conscience, qui voudraient expliquer que la conscience provient des neurosciences, aujourd'hui est un échec, et avec les nouvelles découvertes, parce que je pense qu'ils n'ont pas fait
appellent aux découvertes de la physique fondamentale, les neuroscientifiques, et qui ne sont pas prêts à admettre en fait qu'il faut passer à une autre vision et un autre paradigme. Pourtant, les anomalies se multiplient. Donc aujourd'hui, on arrive au fait que on ne peut pas expliquer ce phénomène de la conscience, on ne peut pas expliquer ce qui fait que je ressens le goût du chocolat. On ne peut pas expliquer ce qui fait que je ressens ce que je ressens. On ne peut voir que des corrélations dans le cerveau. On étudie le cerveau sous IRM, scanner et tout ça. On voit quand je ressens une émotion, un goût, qu'il y a des activités cérébrales, mais on ne peut pas dire que ces activités cérébrales sont à l'origine de cette expérience consciente. On ne peut pas le prouver. Et ça fait 50 ans qu'ils parlent de ça et qu'ils essayent de trouver d'autres techniques, que c'est les microtubules quantiques du cerveau. Mais en fait, ils sont toujours au même stade. Ils ne peuvent pas le prouver. Et comme on est en train de voir que la physique fondamentale nous dit que la matière n'existe pas et qu'il y a quelque chose d'autre qui serait fondamental, eh bien, on est obligé de passer à un autre concept. Et il y en a qui ont fait le saut, Et là, je vous laisse imaginer tout simplement ce que ça pourrait être, ce saut. C'est un renversement total du paradigme. C'est renversé, c'est inversé. L'image parle d'elle-même. On en arrive au fait que si ce n'est pas la matière qui produit l'expérience consciente, alors c'est probablement l'expérience subjective consciente elle-même qui créerait la matière. Et là, donc on a toujours Donald Hoffman et son équipe. Pour moi, j'ai pris cet exemple parce que c'est pour moi la théorie la plus parlante, la plus réaliste qui soit à ma connaissance à ce jour. Donc il parle de la conscience fondamentale et il appelle sa théorie le Conscious Network Agent. Faut considérer que si j'ai sélectionné ces théories aussi, c'est parce que quand on compare, quand on étudie la science d'un côté, et puis après on compare les différentes philosophies, spiritualités, on compare les différents courants en fait, et on se rend compte que déjà, ne serait-ce que les textes spirituels, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, attention, je parle ne serait-ce que l'Égypte antique, les bouddhistes, l'hindouisme, les Védas, qui parlent de ce principe fondamental qui serait une conscience. Okay, donc à un moment donné, quand tout se rejoint et que la science fait face à un mur, ben, à un moment donné, on se dit qu'il faut se rendre à l'évidence. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure théorie possible. Bien sûr, ils sont. Donc, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à eux, c'est qu'ils ne sont pas juste des philosophes qui font de la théorie sur le sujet. Il y a des physiciens, il y a des mathématiciens qui essayent d'expliquer. Ils vont mettre un petit peu de temps parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. On ne finance pas ce genre de recherche. On est toujours dans le paradigme matérialiste, donc c'est très particulier. Mais ils essayent de tout faire pour prouver, d'un point de vue scientifique, de trouver les formules qui vont pouvoir mettre en évidence ceci. Donc, leur théorie part du principe que c'est le ressenti et la présence consciente qui, par leur mouvement, produirait ces effets, donc la matière. C'est une conscience que Donald Hoffman et son équipe décrivent comme ayant pour principe 3 fonctionnements, 3 canaux. Il y a le ressenti, la décision et l'action. Donc c'est comme si, imaginez-vous, qu'il y a à l'origine l'expérience subjective, le ressenti, la décision, une direction, okay, le choix, et l'action. Et que ça va tourner en boucle. Que c'est mon ressenti qui va me faire prendre une décision, qui va me faire agir, et c'est mon action qui va me faire ressentir, puis redécider de corriger mon action, et dans une boucle comme ça. Et eux, ils ont structuré ça au départ pour donner des principes fondamentaux, parce que c'est ce qui semble le plus cohérent. Et donc, voilà, on est là. On en est là. On en est là. Moi, j'ai eu mal à la tête. Hein. J'ai eu mal à la tête en étudiant ces sujets.
à chaque fois que je lisais des articles et des ouvrages, je me couchais, je m'allongeais, je me prenais la tête dans les mains. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, je peux comprendre que ce soit particulièrement bluffant, époustouflant ou absolument incompréhensible. Ok, j'ai mis un certain temps personnellement à concevoir ça en me disant, ah ouais, mais c'est vrai en fait. Ah mais c'est vrai en fait. Ah mais en fait, il n'y a pas que les bouddhistes qui parlent de ça en fait. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, moi j'estime que a priori tout se recoupe et que ça pourrait être la meilleure explication possible. Un principe créateur. Un principe créateur de la matière, créateur de notre réalité. Une conscience subjective, l'essence même de notre expérience. En fait, c'est notre expérience elle-même, notre seule réalité. Alors, que nous dit ce nouveau paradigme ? La matière n'existe pas, la matière n'est pas fondamentale, ce qui veut dire que la conscience et la vie ne peuvent pas provenir de la matière. Le cerveau en tant que matière ne peut donc pas non plus produire l'expérience consciente. Les seuls éléments fondamentaux émis par les mathématiciens en physique fondamentale sont des structures géométriques. La conscience subjective serait alors la chose fondamentale. Le monde extérieur tel qu'il nous apparaît, les objets et nos corps sont interconnectés. Il n'y a pas de frontières, pas de délimitation, c'est juste une impression de notre cerveau et de notre système cognitif qui va avoir tendance à séparer ce tout unifié en objets différenciés et qui va créer des images, qui va projeter vers l'extérieur pour nous donner cette impression de réalité et de monde séparés. En réalité, nous formons un tout unifié. En réalité, nous sommes un. La réalité n'est pas extérieure, il n'y a pas d'extérieur en fait. La réalité telle qu'elle apparaît est une projection en 3D créée par notre système sensoriel pour nous permettre de nous guider facilement. La réalité, les objets se construisent au moment où nous entrons en connexion, en mouvement avec l'interface. Le cerveau projette des images à partir de prédictions, d'anticipation, de généralité et d'inférence, c'est-à-dire que nous voyons ce que nous croyons être vrai. L'extérieur de soi n'est que la projection de l'intérieur de soi, de notre ressenti. La seule réalité est notre ressenti, notre expérience consciente subjective. Nous structurons la réalité à partir de notre ressenti, de nos pensées et de nos mouvements, donc nos actions. Le temps et l'espace n'existent pas, c'est une impression. Tout se produit dans un mouvement continu. Le passé, c'est des données collectées et le futur n'est qu'une projection. En fait, ce sont les effets du mouvement qui nous apparaissent comme du temps qui passe. Même le présent n'existe pas, il n'est que mouvement. Nous ne pouvons pas décrire la réalité depuis notre analyse et notre mental, mais nous pouvons seulement la connaître dans l'expérience, en la vivant, dans le mouvement, dans l'interaction. Le cerveau construit un modèle du soi. Il nous fait nous sentir une personne avec une personnalité, un corps, une histoire, une identité. Mais le soi, notre identité, est plus grande que ça. Notre dimension, la dimension de l'être est plus grande que ça. Le langage structure notre système de pensée qui va ensuite modeler notre représentation de la réalité et la projeter. D'où l'importance du choix des mots. Le mental est un système de pensée qui sert à émettre des hypothèses sur les informations entrantes à partir d'expériences passées.
Et la manière dont le mental traite les données va orienter notre expérience subjective. La manière dont je pense va impacter mon expérience, mon ressenti. Et les émotions sont des indicateurs de l'harmonie ou de la disharmonie du mental. Ça veut dire que plus le mental raconte des histoires, plus nous sommes déconnectés du réel et plus nous vivons des émotions désagréables pour nous permettre de nous réaligner à notre véritable dimension, que j'appelle l'être. Nous sommes mus par un principe créateur, par une conscience créatrice, dont le seul but serait de créer la vie et une infinité d'expériences sensorielles nouvelles. Le sentiment de soi, de son corps et plus généralement l'ego est une construction du cerveau, comme si la conscience en fait voulait expérimenter l'individualité à travers chacun de nous. Et tenez-vous bien, pour finir, l'ensemble des phénomènes que la science appréhende, donc que la science décrit, ce n'est pas le réel en soi, mais c'est une construction collective de la conscience, multipliée, subdivisée. Nous tous, en tant que conscience, nous projetons une réalité qui nous apparaît telle qu'elle nous apparaît. Alors voilà, je vous ai mis une belle image, une image un peu magique, un peu féerique, parce que franchement, la réalité elle-même est magique en fait. Elle est complètement magique, surréaliste. Alors j'espère que vous avez saisi, ne serait-ce qu'un petit peu, l'impact de cette révolution, l'impact de ce changement de vision. Et si vous n'avez pas tout compris depuis votre mental, depuis votre analyse, depuis votre intelligence rationnelle, certainement, j'en suis sûre, que vous avez compris depuis un autre espace, depuis une autre intelligence, depuis une intelligence sensorielle, intuitive. Et je vous laisse intégrer tous ces principes, le fait que nous sommes complètement interconnectés dans cette réalité, que nous formons un tout unifié, et que nous structurons la réalité depuis notre ressenti, depuis nos pensées, depuis nos mouvements, que nous sommes complètement co-créateurs de cette réalité. Merci pour votre attention, merci pour votre intérêt, merci pour votre réflexion et merci pour vos précieux retours. Alors maintenant qu'on a changé de vision, si on veut vraiment faire la révolution, eh bien, je pense que nous devons absolument nous rééduquer. Nous devons apprendre à fonctionner à partir d'un nouveau modèle de représentation, à partir de ce nouveau référentiel, de cette nouvelle vision, pour pouvoir agir envers soi et envers le monde de manière plus consciente, de manière plus éclairée, de manière plus responsable. Je pense que l'éducation de soi et la connaissance de soi devraient être un droit et un devoir citoyen. Un droit parce qu'on a le droit de s'épanouir, on a le droit de connaître notre nature profonde, notre réalité, notre pouvoir. Et aussi, c'est un devoir parce que, en étant responsable de nous et de nos comportements et de nos actions envers le monde, nous avons un impact plus positif envers le monde. Donc pour moi, c'est un droit et un devoir que de s'éduquer et d'apprendre la connaissance de soi. Et nous devons aussi adapter la médecine, les approches thérapeutiques et toutes les technologies et en fait toutes les activités humaines à partir de ce nouveau paradigme pour pouvoir harmoniser nos vies à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Parce que les impacts en fait, sont partout. Et justement, quels sont les impacts sur notre vie et sur la société quand on intègre la dimension de la conscience dans notre représentation du monde? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous regagnons du pouvoir sur notre réalité, sur notre expérience de vie, sur nos choix et sur nos interactions. On devient plus conscient de notre unité avec la nature et on est plus à même de la préserver. Nous sommes concernés par toutes les formes de vie car interdépendants et interconnectés. Donc ce qui arrive aux autres, c'est ce qui arrive à nous
en réalité. Et ce qui nous arrive à nous, c'est ce qui arrive aux autres. D'ailleurs, on perd un sentiment de solitude quand on se reconnecte comme ça avec la dimension unifiée du monde. On sort de l'illusion du soi, donc de notre ego, de notre identification à notre petit moi. Ce qui nous libère, ce qui libère nos limites et nos souffrances en général, en intégrant la dimension de la conscience dans notre représentation du monde, on permet au principe créateur en nous de s'exprimer et de se déployer. Et nous pouvons y avoir accès par l'éducation et la connaissance de soi. Alors, pour aller plus loin, pour approfondir les concepts, pour approfondir les notions, pour comprendre comment ajuster son mental à la dimension de son être, eh bien, il faudra approfondir le sujet de l'ego, des croyances, les blessures de l'ego, qui créent la souffrance et les limitations. Il faudra aborder la structure du système de pensée et du langage, donc qui modèle notre réalité, comprendre le mode opératoire des émotions, comprendre les mémoires, les habitudes et les mécanismes de la fameuse interface, les enjeux relationnels, les enjeux sociaux et bien d'autres notions que je vous propose d'aborder lors des jeudis de la connaissance. Car plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres, et c'est mon but de vous transmettre la connaissance pour accéder à une meilleure expression de votre être. Alors voilà, ce sont les jeudis de la connaissance, le cours du Jodai, comme je l'appelle, et c'est très bientôt, je vous enverrai les liens si vous voulez, ça commence le 2 novembre, c'est très bientôt. Donc je vous remercie encore, je vous invite à apprendre, à mieux vous connaître et à vous exprimer pleinement et librement dans votre plein potentiel. Merci encore 1000 fois et à très bientôt.